Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Malik Thompson n'était pas un criminel. Il n'avait jamais eu affaire à la justice, pas même pour une contravention. Son casier judiciaire était vierge, tout comme sa conscience. Il payait ses impôts, participait aux réunions de quartier, et s'efforçait d'être un bon voisin, un bon père, un homme honnête. Âgé de 33 ans, il travaillait comme ingénieur civil dans une entreprise de BTP reconnue. Diplômé de Georgia Tech, il s'était forgé une carrière stable à la sueur de son front. Ce n'était pas un homme de conflit. Il préférait la logique, la construction, les lignes droites et les fondations solides autant dans son métier que dans sa vie personnelle. Il vivait avec son fils de 5 ans, Elia, dans une petite maison de style craftsman à Birmingham, Alabama, dans un quartier paisible bordé d'arbres et de rires d'enfants. Leur jardin était modeste mais bien entretenu. Malik y avait construit de ses mains une petite cabane en bois, avec un télescope sur le toit et une étagère remplie de livres pour enfants, où Elia venait souvent rêver en silence. Les dimanches après-midi étaient sacrés. C'était le moment où Malik sortait ses boîtes de Lego technique ou ses planches en carton mousse pour construire, avec son fils, des maquettes de ponts et de gratte-ciel. Parfois, il laissait Elia choisir les noms des structures, pont éclair, tour des étoiles, passerelle du dragon. Ces instants étaient leur refuge, leur monde à eux deux. Malik aimait aussi les échecs. Il avait appris à jouer enfant avec son grand-père, un ancien instituteur. Il y voyait une manière de structurer sa pensée, de voir venir les pièges à l'avance, un art qu'il essayait d'inculquer à son fils, doucement, sans jamais forcer. Depuis la mort subite de sa femme, Angela, 2 ans auparavant, une rupture d'anévrisme pendant son sommeil, Malik élevait Elia seul. Cette perte l'avait anéanti, mais il s'était accroché pour son fils. Il n'avait jamais envisagé de refaire sa vie. Il disait souvent : « Je n'ai pas besoin d'être deux. Il a juste besoin que je sois là, pleinement. » Sa douceur avec Elia surprenait même les mères de l'école. Il préparait les goûters, coiffait les cheveux du garçon, cousait des écussons sur les sacs. Un jour, une enseignante lui avait dit : « Vous avez une patience de mère. » Il avait souri sans répondre. Mais un mardi matin, tout cela s'écroula. Il revenait d'un chantier situé à une 30aine de minutes du centre-ville. Encore en tenue de travail, le casque de chantier sur le siège passager, il décida de s'arrêter dans une supérette de quartier. Il voulait juste prendre un jus d'orange frais et une barre de céréales. Il faisait chaud, il avait sauté le petit déjeuner, et il comptait être rentré à temps pour récupérer Elia à l'école. Il entra dans le petit commerce. Il y avait peu de monde, juste un adolescent près des frigos et un vieux monsieur au comptoir. Il salua poliment, prit ce dont il avait besoin, paya en liquide, et ressortit. 3 heures plus tard, alors que le soleil de l'après-midi peinait à traverser les rideaux de son salon, 2 policiers frappèrent à la porte de Malik. Il venait à peine de poser son casque de chantier sur le meuble de l'entrée. Elia faisait la sieste dans sa chambre, une couverture jusqu'au menton, tenant son doudou bleu contre lui. Malik hésita avant d'ouvrir, essuyant ses mains tachées de poussière de béton sur son pantalon. « Monsieur Malik Thompson ? » ? « Oui, c'est moi. » »« Vous êtes en état d'arrestation pour vol à l'étalage. » Un vide se fit dans sa poitrine. L'uniforme des policiers paraissait soudain trop net, trop rigide, presque irréel. Malik cligna des yeux, comme s'il avait mal entendu. « Pardon ? Il doit y avoir une erreur. » Mais les visages en face de lui étaient fermés, professionnels, sans compassion ni question. L'un d'eux lui lut ses droits. L'autre s'approcha déjà avec les menottes. « Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » « Attendez. Qu'est-ce que j'aurais volé ? Je suis rentré d'un chantier. J'ai juste acheté un jus et une barre énergétique. Le gérant de la supérette, un certain Donald Reilly, vous accuse d'avoir dérobé une bouteille d'alcool et une barre de chocolat. » Les mots flottaient dans l'air comme une brume toxique. Malik tenta de se souvenir, de reconstituer. Non, il n'avait pris que ce dont il avait besoin. Il avait posé les 2 articles sur le comptoir. Il avait payé en liquide.
Le vendeur avait hoché la tête, il n'y avait pas eu de problème. Pas de bruit. Pas de tension. Mais il n'avait pas pris de reçu. Il n'en avait pas demandé. Il était pressé de rentrer, pensant déjà à la lessive à étendre, au dîner à préparer. Il voulut protester, mais les mains du policier étaient déjà sur ses poignets. Le clic métallique des menottes résonna dans le couloir. « Attendez, mon fils. Mon fils dort à l'intérieur. Il n'y a personne d'autre chez moi. » Les agents échangèrent un regard. Après quelques hésitations, l'un d'eux appela le service de protection de l'enfance, pendant que Malik, impuissant, suppliait qu'on prévienne Madison, sa voisine, qui avait déjà gardé Elia à plusieurs reprises. Ils lui permirent de lui crier quelques mots depuis l'arrière de la voiture. « Madison. Elia dort. Peux-tu t'occuper de lui ? Je vais régler ça, je te promets. » Il se retrouva ensuite à l'arrière d'une voiture de police, sous le regard indifférent de quelques voisins qui sortaient leurs poubelles ou promenaient leurs chiens. Les heures suivantes furent floues. On le prit en photo. On releva ses empreintes. Il répondit à des questions absurdes. « Avez-vous déjà volé dans votre vie ? Étiez-vous sous l'influence de l'alcool ce jour-là ? Pourquoi avez-vous fui le magasin ? » « Je n'ai pas fui. J'ai simplement payé et quitté les lieux. » Mais qui l'écoutait vraiment ? On lui refusa un appel téléphonique immédiat. On lui servit un plateau repas froid qu'il ne toucha pas. Il passa la nuit assis sur un matelas mince, dans une cellule glaciale, le cœur broyé à l'idée qu'Elia se réveille sans comprendre, seul, privé de son père. Le lendemain matin, ses droits réapparurent comme par magie. Il exigea d'appeler Rachel Evans, son amie d'université, aujourd'hui brillante avocate spécialisée dans les droits civiques. Quand elle décrocha, il sentit son propre souffle se raccourcir. « Rachel. C'est Malik. Je suis au poste. Ils m'ont arrêté. Pour vol. » « Quoi ? Mais tu plaisantes ? Je voudrais. » « Je ne comprends rien, Rachel. » C'est Donald Reilly, le gérant de la supérette. Il lui raconta tout, en désordre, la panique montant par vagues. Elle écouta en silence, puis répondit d'une voix ferme, posée. « Malik, respire. Je vais venir tout de suite. Ils n'ont rien contre toi, et je vais m'en assurer. On va démolir cette affaire brique par brique. » Lorsque l'affaire arriva devant le tribunal du comté de Jefferson, Malik croyait naïvement que le pire était derrière lui. Après tout, les images de surveillance allaient prouver son innocence, Rachel avait préparé un dossier solide, et il n'avait rien à se reprocher. Il s'attendait à devoir affronter une procédure longue, certes, mais équitable. Mais il comprit très vite que ce procès n'allait pas se jouer uniquement sur les faits. Le véritable combat ne se mènerait pas contre les preuves, mais contre les regards. Le juge assigné à l'affaire, Harold Whitmore, était une figure emblématique du tribunal local. 68 ans, costume toujours impeccablement repassé, mains croisées derrière le dos lorsqu'il entrait dans la salle. Il avait présidé des centaines d'audiences. On disait qu'il connaissait la loi sur le bout des doigts. Mais derrière cette réputation se dissimulait une autre vérité, bien moins glorieuse. Il appartenait à ce que certains appelaient encore « le vieux Sud », cette génération pour qui le racisme ne se disait plus à voix haute, mais qui subsistait dans les soupirs, les silences pesants, les jugements hâtifs. Il n'était pas un homme de cri ni de violence visible, mais ses décisions, son langage corporel, et son ton trahissaient un système ancien, ancré, résistant au changement. Il avait grandi dans un Alabama où la ségrégation n'était pas un souvenir, mais une règle. Et bien que la Constitution ait évolué, il y avait des jours où Whitmore semblait n'en avoir jamais vraiment fait le deuil. Dès l'ouverture de l'audience, l'atmosphère fut lourde. Le silence de la salle n'était pas celui du respect, mais de la crainte. Les bancs du public étaient remplis, des curieux, des voisins, quelques journalistes, et même des membres de l'association locale des droits civiques, alertés par Rachel Evans. Whitmore entra dans la salle, marcha lentement jusqu'à son siège, et s'installa en soupirant comme si l'affaire devant lui n'était qu'un désagrément de plus dans une journée trop longue. Lorsqu'il posa les yeux sur Rachel, son agacement fut immédiat. « Maître Evans, je vous demanderai de faire court. Nous avons une pile d'affaires plus urgentes à traiter. » Rachel répondit avec calme,
mais sa mâchoire était tendue. Votre honneur, il s'agit d'un cas d'arrestation abusive fondé sur une accusation sans preuve. Je me dois de défendre mon client pleinement, comme le permet la loi. Il ne répondit pas. Il se contenta d'un regard qui disait « Ce ton ne passera pas ici ». Quant à Malik, chaque fois qu'il prenait la parole, le juge le fixait comme un professeur mécontent d'un élève indiscipliné. Son regard n'avait rien de neutre. Il portait un poids, un soupçon, une idée préconçue. Et puis, après une énième interruption désobligeante, la phrase tomba. Vous les gens de votre communauté, vous avez toujours une excuse. Il faut savoir répondre de ses actes à un moment donné. Un frisson glacial parcourut l'auditoire. Rachel bondit comme un ressort. Son visage se figea, mais ses yeux lançaient des éclairs. Objection, votre honneur. Ce propos est clairement discriminatoire, raciste et en violation de l'éthique judiciaire. Le juge saisit son marteau et frappa violemment, comme pour rappeler à tous que cette salle lui appartenait. Objection rejetée. Ce tribunal a assez perdu de temps avec ses simagrées. Il y eut des murmures dans la salle. Des têtes se tournèrent, des sourcils se levèrent. Des journalistes griffonnèrent frénétiquement. Mais Malik, lui, ne bougea pas. Il sentit son cœur battre plus fort, ses mains se serrer sur les accoudoirs, mais il garda la tête haute. Il savait que dans ce tribunal, chaque mot, chaque souffle pouvait être retourné contre lui. Sa colère, légitime, pouvait lui coûter sa liberté. Alors, d'une voix posée, presque douce, il répondit. Je suis ici pour prouver que je n'ai rien volé. Et que vous me croyez ou non ne changera pas la vérité. Cette phrase, simple mais puissante, tomba dans un silence pesant. Elle n'était pas une défense, mais une affirmation. Pas une supplique, mais une conviction. Et pour la première fois depuis le début de l'audience, le juge Whitmore baissa brièvement les yeux vers ses papiers, comme s'il y cherchait une échappatoire. Mais Malik savait qu'il n'y en aurait pas. Pas cette fois. Depuis des semaines, Rachel Evans luttait pour obtenir une pièce cruciale, la vidéo de surveillance de la supérette où l'incident avait prétendument eu lieu. Dès le premier jour, elle avait adressé une demande formelle au gérant, Donald Reilly. Celui-ci avait répondu laconiquement. Les caméras ne marchaient pas ce jour-là. Les bandes ont été écrasées. Mais Rachel n'était pas du genre à se contenter d'un refus. Elle connaissait trop bien ce genre de réponse, ambiguë, pratique, et souvent mensongère. Elle déposa une requête officielle auprès du tribunal pour que la justice exige la remise des images. Reilly tenta de gagner du temps, évoquant des pannes informatiques, des défaillances de disques durs, et même une erreur d'archivage. Rachel ne lâcha rien. Elle contacta le fournisseur du système de sécurité, interrogea l'employé qui avait assisté à la scène, et découvrit que les enregistrements étaient automatiquement sauvegardés pendant 30 jours, et qu'ils n'avaient pas été supprimés, contrairement à ce qu'affirmait Reilly. Finalement, 2 jours avant l'audience, une ordonnance du juge obligea la supérette à remettre une copie intégrale des images. Elle reçut le fichier le soir même, sur une clé USB scellée, livrée par huissier. Rachel passa une grande partie de la nuit à visionner la séquence, seule dans son bureau. Au début, elle n'y voyait rien de particulier. Malik entrait, prenait son jus et sa barre, payait, sortait. Elle revint plusieurs fois en arrière, comme pour s'assurer de ne rien rater. Puis, à la 27e seconde après le départ de Malik, elle le vit, Donald Reilly, penché derrière le comptoir, marmonnant quelque chose à l'oreille d'un jeune employé. Elle activa les sous-titres générés par IA et lut les mots. Et là, son estomac se serra. Le lendemain matin, dans la salle d'audience pleine à craquer, elle se leva avec une solennité rare. Elle s'approcha du pupitre central, connecta la clé USB au système d'affichage, et dit simplement. Votre honneur, avec votre permission, la défense souhaite présenter un élément visuel décisif. Le juge Whitmore leva un sourcil, visiblement agacé de perdre encore du temps, mais hocha la tête sans un mot. L'écran géant, accroché au mur derrière le banc du jury, s'alluma dans un léger grésillement. La salle entière retint son souffle. La vidéo commença. On y voyait Malik entrer calmement dans la supérette. Il portait encore son casque de chantier à la main. Il se dirigeait vers un rayon,
choisissait un jus d'orange et une barre énergétique. Il s'approchait de la caisse, posait les articles, sortait de l'argent liquide, attendait, puis récupérait sa monnaie. Il disait quelque chose, on devinait un « merci » puis sortait. Pas de geste suspect. Pas d'hésitation. Aucune trace de vol. La salle était silencieuse. Même le juge fixait l'écran, immobile. Mais Rachel ne coupa pas la vidéo. Elle la laissa tourner. C'est alors qu'on vit Donald Reilly sortir de l'arrière-boutique, se pencher vers son collègue, et dire d'une voix clairement audible, renforcée par le micro de la caisse. Ce type, je suis sûr qu'il a volé quelque chose. Ces gens-là, tu les regardes trop gentiment, ils te pillent le magasin. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Pas d'erreur d'interprétation. C'était un préjugé nu, brutal, filmé, enregistré, exposé à tous. Reilly sortit ensuite son téléphone, regarda par la vitre, et appela la police. Calmement. Sans panique. Sans même vérifier ses stocks. La vidéo s'arrêta. Un silence de plomb s'abattit dans la salle. On aurait entendu une aiguille tomber. Rachel se tourna lentement vers le juge Whitmore. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix. Chaque mot résonnait avec le poids de l'évidence. Votre honneur, comme vous venez de le constater, mon client a quitté le magasin après avoir payé ses articles. Aucun vol n'a été commis. Et ce qui est encore plus grave, c'est que l'accusation de vol s'appuie uniquement sur une perception raciale et non sur un fait. Elle fit une pause, puis continua, plus ferme. La défense demande l'abandon immédiat des charges contre M. Malik Thompson et l'ouverture d'une enquête contre le plaignant, M. Donald Reilly, pour fausse déclaration motivée par un préjugé racial manifeste. Elle se tut. Elle ne recula pas. Son regard croisa celui du juge. Dans ses yeux brillait une colère froide, maîtrisée, et une détermination sans faille. Le juge Harold Whitmore resta immobile pendant quelques secondes. Son visage, d'abord rouge de contrariété, vira peu à peu au gris cendré. On aurait dit qu'il avait été vidé de son assurance. Ses doigts tapotaient nerveusement la surface du bureau. Il évitait le regard de Rachel, celui de Malik, et celui du public. La salle entière retenait son souffle, figé dans un silence de fin de monde. Puis, d'une voix tendue, presque étranglée, il prononça. La cour suspend l'audience pour 5 minutes. Il frappa le marteau une fois, sans conviction, se leva brusquement, et quitta la salle, accompagné d'un agent de sécurité. Son pas, habituellement rigide et sûr, semblait incertain, presque tremblant. Pendant son absence, des murmures éclatèrent. Des regards se croisèrent. Plusieurs personnes du public, choquées par la vidéo, échangeaient à voix basse. Une journaliste, visiblement bouleversée, écrivit frénétiquement dans son carnet. Rachel, elle, resta debout, droite comme une flèche, le visage fermé, tenant le regard de quiconque cherchait à le fuir. Quant à Malik, il ne parlait pas. Il regardait ses mains posées sur ses genoux. Des mains propres, calleuses, honnêtes. Il pensa à Elia. À ce qu'il lui dirait ce soir. À cette vérité simple qu'il voulait préserver pour son fils, le monde est injuste, mais tu dois rester digne. 5 minutes plus tard, qui semblèrent en durer 50, le juge Whitmore revint. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui marchait un marshal fédéral, en uniforme complet. Sa présence jeta une tension nouvelle dans la pièce. On ne savait pas encore pourquoi il était là, mais son autorité silencieuse remplissait la salle. Whitmore regagna son siège. Il prit une longue inspiration, s'assit lentement, puis remit ses lunettes avec des gestes mesurés. Il semblait soudain plus vieux, comme si les années qu'il portait s'étaient affaissées sur lui d'un seul coup. Puis, d'une voix grave mais plus douce, presque résignée, il déclara. Après visionnage du contenu vidéo présenté par la défense, et en l'absence de toute preuve contredisant les faits visibles, la Cour reconnaît que les charges portées contre M. Malik Thompson sont dénuées de fondement. Elles sont donc abandonnées avec effet immédiat. Un souffle de soulagement traversa la salle. Une femme dans le public laissa échapper un « Merci, Seigneur » étouffé. Mais le juge ne s'arrêta pas là. Il marqua une pause, comme pour peser chaque mot. Puis il poursuivit, le regard désormais fixé sur ses notes,
la voix plus assurée. Par ailleurs, sur la base des éléments présentés, notamment les propos tenus par le plaignant à son employé, filmés par les caméras internes, la Cour émet un mandat d'arrêt immédiat contre M. Donald Reilly, pour faux témoignage, dénonciation calomnieuse, et incitation à la haine raciale. Un murmure de stupeur parcourut la salle. Certains spectateurs échangèrent des regards ahuris, d'autres hochèrent la tête en silence. Le marshal derrière le juge ne bougeait pas, mais son rôle désormais était clair, l'exécution du mandat allait être immédiate. Mais ce qui surprit le plus n'était pas le renversement juridique. C'était ce que fit le juge Whitmore ensuite. Il ôta lentement ses lunettes, les posa sur la table avec précaution, et leva les yeux vers Malik. Pendant un instant, ses traits perdirent leur rigidité. Son ton n'était plus celui d'un magistrat au-dessus de tout, mais d'un homme confronté à sa propre faillite morale. « Monsieur Thompson » commença-t-il, la voix plus basse. « Je vous présente mes excuses. Pour mes paroles. Pour le ton que j'ai utilisé à votre encontre. Elles étaient déplacées, inappropriées, indignes non seulement de ma fonction, mais de ce que la justice devrait incarner. » La salle était désormais silencieuse comme une église. Il inspira profondément, son regard toujours ancré dans celui de Malik. Une enquête disciplinaire sur ma conduite sera lancée dans les prochains jours, et je l'accueillerai sans réserve. Quant à ma propre décision sur l'avenir de ma fonction dans cette cour, je vous l'annonce ici même, j'ai demandé un entretien auprès du conseil de discipline. Je me tiens prêt à remettre ma robe, si tel est le prix à payer. Certains dans la salle baissèrent la tête, choqués, d'autres furent émus. Rachel resta droite, mais ses yeux brillaient. Malik, lui, ne répondit pas tout de suite. Il ferma un instant les yeux, comme pour absorber chaque mot. Puis il hocha lentement la tête. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas un oubli. C'était une reconnaissance de ce qui venait de se produire, un homme de pouvoir, contraint de se regarder en face. L'affaire fit rapidement la une des journaux locaux. Ce qui, au départ, n'était qu'une audience banale pour une accusation de vol mineur de vin, en l'espace de quelques heures, un événement médiatique, puis un signal d'alarme nationale. Une vidéo filmée discrètement depuis le dernier banc du tribunal par une jeune militante présente dans la salle, Jasmine Boyd, étudiante en droit et membre d'un collectif afro-américain, fut publiée le soir même sur les réseaux sociaux. On y voyait le moment exact où le juge Whitmore prononçait ses excuses, puis celui, encore plus marquant, où il annonçait qu'il remettait en question sa propre légitimité. En moins de 24 heures, la vidéo avait été partagée plus de 500 000 fois. Les commentaires affluaient. Voilà pourquoi il faut des avocats comme Rachel Evans. Malik est la définition même de la dignité. Un juge blanc qui reconnaît ses torts publiquement ? C'est historique. Des journalistes de CNN, NPR, et même de la BBC demandèrent des interviews. Malik refusa dans un premier temps. Il n'avait pas cherché la lumière. Il voulait juste la vérité. Mais lorsqu'il vit que son histoire servait à d'autres, qu'elle réveillait des débats, qu'elle inspirait des jeunes noirs à se défendre et à croire encore dans la justice, il accepta de témoigner à sa manière, calme, posé, sans rancœur mais avec clarté. Donald Reilly, quant à lui, fut arrêté dans les jours qui suivirent la décision du tribunal. Il fut poursuivi pour faux témoignage, dénonciation mensongère, et incitation à la haine raciale. Durant le procès, il tenta de minimiser ses propos, invoquant le stress, une mauvaise interprétation, et d'autres excuses vides. Mais les images étaient sans appel. Il fut condamné à une amende de 35 000 $ et à 280 heures de travaux d'intérêt général dans une organisation de médiation communautaire, ironiquement située dans un quartier afro-américain. Il fut aussi sommé d'assister à des séminaires obligatoires sur les biais raciaux. Son magasin, autrefois bien fréquenté, fut boycotté. En quelques semaines, les rayons se vidèrent. Personne n'avait appelé au boycott, il s'était organisé naturellement. Les habitants, toutes origines confondues, décidèrent qu'ils ne voulaient plus acheter leur pain, leur lait ou leurs journaux dans un lieu où la haine avait été banalisée. 2 mois plus tard, la vitrine fut couverte de journaux collés et de graffitis. La vérité n'expire pas. Le racisme ne sera plus notre quotidien. Et la boutique ferma définitivement. Quant au juge Harold Whitmore, il annonça sa démission 3 semaines après l'audience.
Son retrait fut publié dans une lettre ouverte adressée à la communauté et relayée dans plusieurs journaux. Je croyais que les années passées à juger m'avaient appris à être juste. Je pensais que l'expérience suffisait à garantir l'équité. Mais j'ai découvert, avec douleur, que même l'expérience peut être aveugle, si elle n'est pas guidée par l'écoute et l'humilité. Il termina sa lettre par une phrase qui marqua les esprits. Ce jour-là, ce n'est pas moi qui ai jugé Malik Thompson. C'est lui qui m'a jugé, en silence, avec droiture. Et il avait raison. Malik, lui, retourna à sa vie. Pas sans cicatrice. Pas comme si rien ne s'était passé. Mais avec une paix profonde, un ancrage nouveau dans ce qu'il savait être juste. Il retrouva Elia, lui fit des pancakes, l'emmena au parc, reprit son poste d'ingénieur. Il refusait que cette épreuve définisse qui il était, mais il acceptait que cela fasse désormais partie de son histoire. Il reprit aussi le bricolage du dimanche avec son fils, sauf que cette fois, Elia lui demandait de construire des tribunaux miniatures, ou des bâtiments de justice. Malik se contentait de sourire. Mais surtout, il commença à partager son expérience. Invité dans des lycées, des bibliothèques, des forums civiques, il parlait de justice, de droits civiques, de ce que cela signifie de rester digne dans l'adversité. Il ne pointait pas du doigt, il ne prêchait pas. Il racontait. Et c'était suffisant. Un soir, alors qu'il rentrait d'une conférence dans un lycée de Birmingham, Elia, installé sur la banquette arrière de la voiture, brisa le silence. « Papa, c'est vrai qu'un juge t'a insulté ?» Malik hésita, puis répondit calmement. « Oui, c'est vrai. » « Et, il s'est excusé ?»« Oui. Devant tout le monde. »« Tu lui as pardonné ?» Malik fixa un moment la route, les phares éclairant les bandes blanches du bitume. Puis il répondit. « Oui. Parce que moi, je ne veux pas ressembler à ceux qui me jugent sans me connaître. » Elia sourit doucement et retourna à son livre. Et Malik, en le regardant par le rétroviseur, se dit que la vraie victoire, ce n'était pas l'abandon des charges. C'était d'apprendre à son fils que l'intégrité est plus forte que l'injustice.